Merci à tous d'être à l'heure. Bonne année 2021. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire de French Morning. On aimerait savoir tout de suite d'où vous vous connectez, parce qu'il y a des gens qui sont un petit peu partout dans le monde. Je sais qu'il y a des gens de New York, mais il y a aussi des gens de nos autres villes. Donc mettez-le en commentaire en bas, que vous soyez sur Facebook Live ou sur Zoom, mettez en commentaire en bas. On veut vraiment savoir d'où vous vous connectez. On a produit en 2020 plus de 150 webinaires, donc passant de Miami à Montréal, Londres, New York, Paris, Los Angeles, San Francisco. Et vous pouvez vous attendre à encore plein de webinaires en 2021, puisqu'on a prévu de vous donner rendez-vous tous les mardis avec d'autres experts. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à notre newsletter. Et comme ça, vous pouvez recevoir en notification l'intégralité de nos webinaires prévus sur l'année. Aujourd'hui, on a 3 experts qui vont nous expliquer les différentes étapes d'acquisition d'un bien résidentiel à New York. On va démarrer avec Renaud de Tilly, expert immobilier résidentiel sur les marchés de New York et de Paris. Il dirige son bureau new-yorkais, donc qui est une agence immobilière internationale. Son agence maintenant, c'est Renaud de Tilly Real Estate. Et il est devenu la référence numéro 1 des francophones à New York. Mathias Youbi, français et avocat au barreau de New York depuis 2003, spécialisé en droit de l'immobilier, acquisition, vente de biens résidentiels et baux commerciaux, qui parlera en deuxième. Et ensuite, on finira avec Betty Benzakein. Betty avec la banque HSBC, qui propose des prêts hypothécaires résidentiels pour les clients internationaux et nationaux. Chaque intervenant va donc nous parler pendant un petit peu près 15 minutes pour nous expliquer sa partie et comment il peut vous aider pour devenir propriétaire à New York. Et à la fin, on aura entre 15 et 20 minutes de questions-réponses. Donc, vous pouvez dès à présent déjà écrire vos questions en Q&A ou dans le chat. Et si vous êtes sur Facebook Live, en commentaire, et je lirai vos questions. Voilà. Je vais donner la parole tout de suite à Renaud qui va nous présenter le programme d'aujourd'hui. Merci Romain. Bonjour à tous. Je vous propose moi de faire sur la partie immobilière 3 temps. Un premier temps, on va expliquer d'abord qui on est. Un deuxième temps sur lequel on va expliquer notre vision et comment on voit l'année 2021 versus l'année dernière. Et une troisième partie sur la méthodologie pour faire l'acquisition d'un bien immobilier ou pourquoi pas même sur la partie des rentals. Donc, je vais vous partager mon écran et j'espère que vous allez le voir. Voilà. D'abord, bienvenue et tous nos voeux pour 2021 puissent cette année vous guider un peu comme la lumière de la statue de la liberté et qu'on puisse retrouver notre liberté qu'on a un petit peu abandonnée en 2020. Je en profite pour faire un tout petit peu de pub, c'est toujours la bonne occasion. On a lancé une chaîne YouTube avec des émissions qui s'appellent Carpool Immobilier et on parle notamment de la ville de New York avec 2 parties. Une partie qui est un dossier et l'autre partie où on va vous expliquer ce qu'on aime dans certains quartiers. Alors, de Tilly Real Estate, comme le disait tout à l'heure Romain, on fait 3 choses de manière très particulière. L'immobilier résidentiel, la gestion locative et du développement immobilier. Donc, ça veut dire quoi? L'immobilier résidentiel, achat, vente, location. On gère notamment beaucoup de relocation d'expatriés, un petit peu moins sur l'année 2020. Ça devrait reprendre normalement dans l'année 2021. De manière très rigolote, on a eu beaucoup de clients des Nations Unies cette année qui étaient, eux, autorisés à voyager. On fait de la gestion locative pour tous nos clients qui sont des investisseurs qui ont acheté avec nous ou non un bien, un appartement, une maison. Eh bien, on va gérer pour eux de trouver des locataires, de faire la collecte des loyers, le paiement des charges, les réparations, etc. Et la troisième chose qu'on a lancée maintenant il y a plus de 2 ans, on a fait beaucoup de conférences en Europe, à Londres, à New York, à Paris, c'est le développement immobilier. Alors là, notamment, ça s'adresse plutôt aux investisseurs. On va répertorier des biens immobiliers qui généralement sont des maisons ou des petits immeubles. On va gérer l'achat,
gérer l'ensemble de toute la partie des travaux et on va gérer aussi la partie de la revente, le but de l'opération étant de faire un gain net important. Donc voilà, ça s'adresse majoritairement à nos clients investisseurs qui veulent un retour sur investissement à 2 chiffres notamment. Et dans la majorité de ces projets immobiliers, 2Tiers Real Estate est partie prenante, c'est-à-dire est investisseur aussi. Je vais vous parler du marché immobilier. Donc nous, on est évidemment des experts dans l'immobilier résidentiel. Je ne l'ai pas marqué, mais c'est à New York City. Notamment notre grand terrain de jeu, hein, et New York, c'est quand même 8,8 millions d'habitants. Donc notre grand terrain de jeu, c'est Manhattan, bien évidemment, Brooklyn, majoritairement. Et puis, on va pouvoir parler de ça peut-être un petit peu plus tard, les Hamptons. Je vous raconterai pourquoi, mais qui est plutôt le lieu de villégiature normalement des New-Yorkais. Sauf que l'année 2020 a été une année qui a été bouleversée par cette crise sanitaire mondiale et beaucoup de personnes ont quitté la ville de New York, Manhattan, Brooklyn et autres, pour aller soit se réfugier au nord dans Upstate New York, ou soit se réfugier dans Long Island, et dont les Hamptons font partie. Et même certains d'entre eux en ont profité pour carrément quitter la ville et aller rejoindre leur famille un petit peu partout dans les États-Unis. On estime qu'il y a à peu près 800 000 personnes sur 8,8 millions qui sont parties pendant l'année 2020. Alors ça fait un petit pourcentage de la population quand même, ce qui est assez pour pouvoir mesurer certains chiffres. Donc ça, c'est très intéressant. On a fait, nous, et on a accompagné énormément de clients, notamment dans l'achat de résidences secondaires. Beaucoup se sont dit, bah tiens, en fait, le Covid, c'est le moment de quitter un peu ma cage à poules que j'ai, dans laquelle j'habite à Manhattan ou ailleurs, et on va aller faire une petite parenthèse, familiale ou non, dans un endroit qui va être un petit peu plus grand, où on va pouvoir un petit peu plus respirer. Il y a les Hamptons, mais il y a d'autres sont partis un petit peu ailleurs, et c'est pour ça qu'on a fait, nous, cette année, beaucoup, enfin cette année, je parle de l'année 2020, beaucoup d'achats dans cette partie-là des États-Unis, donc les Hamptons. On a accompagné pas mal de clients là-bas, à tel point même que, Romain, on en parlait tout à l'heure, mais on est en train de réfléchir très sérieusement à ouvrir un bureau dans les Hamptons. Voilà. On a eu plusieurs fois la remarque en disant, mais en fait, les Hamptons, vous habitez pas là-bas, est-ce que vous pouvez toujours bien nous conseiller? Oui, on va le voir un petit peu tout à l'heure. C'est pas parce que tu habites Tribeca que tu es la meilleure personne pour vendre un appartement à Tribeca, ou en tout cas pour en parler. C'est exactement la même chose pour les Hamptons. Il se trouve qu'on passe beaucoup de temps là-bas, donc on connaît quand même très très bien et on est en mesure de donner des excellents conseils à nos clients, peut-être même parfois un petit peu meilleurs que les gens qui habitent là-bas et qui ont un intérêt à vous vendre un bien plutôt dans un endroit ou dans un autre. C'est ça ce que je voulais vous dire. Le marché est ouvert à New York et aux États-Unis via un MLS, un Multiple Listing Service. Ça veut dire que toutes les annonces sont centralisées. Ça veut dire que nous, on peut vous faire visiter, acheter, louer n'importe quel appartement ou bien immobilier qu'il y a à la fois dans New York City et à la fois dans les Hamptons. Ça fonctionne exactement de la même manière. Comme le conflit d'intérêts est interdit par la loi, on représente soit les intérêts d'un acheteur ou soit les intérêts d'un vendeur. Le conflit d'intérêts est interdit. Donc, ça veut dire que quand on va visiter, nous, des maisons dans les Hamptons, à Manhattan ou à Brooklyn, on n'a aucun intérêt à ce que vous achetiez celle-là en particulier ou une autre. Au contraire, ce qu'on va vouloir faire, c'est essayer de comprendre mieux les besoins de l'achat ou de la location, c'est la même chose, pour pouvoir vous guider vers la bonne maison qui vous convient. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si on rephrase? Ça veut dire, donc là, je vais voilà, ça c'est les contacts si un jour vous avez besoin de nous contacter, mais ça veut dire qu'il y a 40 000 propriétés à louer, il y a 25 000 propriétés à vendre. Ça veut donc dire que 2TI Real Estate peut vous proposer ces 40 000 propriétés à la location et ces 25 000 propriétés à la vente.
L'information ici est très facile à trouver. Il y a des sites qui s'appellent Street Easy, Zillow, le New York Times Real Estate. Donc, la clé et le nerf de la guerre, c'est pas l'information. Vous pouvez bien évidemment aussi toutes les trouver sur notre site de TIE Real Estate qui agrège et reprend notamment l'ensemble de toutes les données qu'on peut trouver sur Internet. Donc ça, l'information est facile à trouver. La chose la plus importante, c'est d'avoir un agent en qui vous avez confiance, et hopefully, c'est nous, et qui va être là justement dans le but de bien vous guider. Encore une fois, voilà nos contacts, n'hésitez pas à faire des copies d'écran si vous avez envie de nous poser des questions après ce webinaire. Je vais vous parler de 2021 maintenant en 2 mots. 2021, c'est un marché qui est très favorable aux acheteurs. La slide d'après, c'est pour les locataires, c'est la même chose. L'inventaire est élevé. Il y a ce qu'on appelle un syndrome Covid-19 des vendeurs, je vais vous en parler. Il y a une durée de mise en vente qui est supérieure, les négociations sont plus importantes et les taux d'intérêt sont plus bas. Alors, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont posé la question, est-ce que New York s'est effondré? La réponse, c'est non. La vraie réponse, c'est il y a énormément de micro-marchés. Tout fonctionne tout fonctionne de manière très très locale et même parfois dans une même rue, on peut avoir des différences très importantes. Ce qui est très très intéressant, c'est d'aller comprendre, et ça c'est notre métier, et je vais vous raconter un petit exemple juste après, c'est de comprendre pourquoi aujourd'hui il y a eu une baisse significative ou non sur certaines ventes. Ce que j'appelle le syndrome Covid-19 de certains vendeurs, c'est qu'aujourd'hui, dans ce moment un peu incertain, des vendeurs vont être en mesure d'accepter une négociation qu'ils n'auraient jamais acceptée il y a 1 an et demi et qu'ils n'accepteront probablement pas dans 6 ou dans 8 mois. Donc, on est encore dans cette petite bulle où on va pouvoir tenter des coups. On va pouvoir être en ambushment ou vraiment saisir des opportunités qui n'existent que maintenant. Donc ça, c'est très intéressant de constater ça. On a, nous, négocié en 2020 un de nos vraiment grands assets. Et là, on est fort et peut-être même plus fort que d'autres. C'est sur la négociation. La négo, c'est une technique absolue et on la maîtrise très très bien et ça nous a fait notamment acheter pour des clients des appartements à des prix qui sont défiant toute concurrence. Je vous donne un exemple en particulier. Dans les techniques de négociation et dans notamment les coûts actives, on a un client pour lequel on a réussi à obtenir une information. Cette information, c'était que le vendeur précédent s'était désisté. En fait, ce n'était pas désisté, mais il n'avait pas obtenu son prêt. Donc, Betty va en parler tout à l'heure, mais il n'a pas réussi à obtenir son prêt. Il n'avait pas mis de mortgage contingency, de clause suspensive de prêt. J'ai pu obtenir cette information-là. Il a donc touché les 10%, le vendeur, de déposit que l'acheteur précédent avait laissé. En obtenant cette information-là, je savais que je pouvais négocier 10% supplémentaires sur le prix de vente. Et donc, voilà, par exemple, des vrais tips et des vraies choses pour lesquelles nous, on a été très, très fort en 2020, notamment sur les négociations. Et voilà, donc ça, c'est vraiment une chose. La deuxième chose qui est très intéressante aussi et qu'on a pu constater, c'est que c'est un marché qui est très favorable aux locataires aussi. Il y a eu un grand mercato en 2020 des locataires. Déjà, il y a 800 000 personnes qui sont parties. Ça a fait quand même un petit trou dans les locations, notamment à Manhattan. Manhattan, je vous rappelle pour tous ceux qui ne savent pas, mais il y a environ 70% du marché immobilier, donc du parc immobilier de Manhattan, qui sont des rental buildings. Donc, eux ont souffert très, très fort, et notamment les studios et les one bedroom, toutes les personnes qui étaient vraiment plus à même de regarder leur budget de manière très, très proche, eh bien, eux sont partis ou ont voulu, pour le même prix, avoir quelque chose de plus grand, ou ont voulu carrément aller dans un autre endroit pour pouvoir vivre une vie un peu différente le temps de la parenthèse du Covid. Donc voilà, on est sur des inventaires qui sont historiquement hauts, 2 fois plus hauts que l'habitude. On négocie beaucoup. Allez, si je devais me lancer pour vous donner un chiffre, en moyenne,
Sur les locations, on est entre moins 20 et moins 30% aujourd'hui sur les mêmes montants par rapport à il y a un an. Et sur les achats, c'est très, très différent par marché, mais on va dire que l'effet Covid a plutôt un effet entre 5 et 8% par rapport à la même période l'année dernière. Avant de vous dire merci à tous, je voulais juste, parce qu'il me reste quelques minutes, revenir sur les différentes étapes de la vente. Pour moi, la chose la plus importante, et j'espère que je serai arrivé à vous convaincre pendant ces quelques minutes, c'est d'abord d'avoir un agent immobilier avec qui vous avez vraiment confiance et qui va pouvoir vous accompagner dans votre achat et vous présenter les bons biens. La chose la plus importante ensuite, c'est la gestion du planning d'un achat. Quand on fait une offre et qu'elle est acceptée, donc nous, notre principal boulot, c'est de faire en sorte que les offres soient acceptées. On a vu tout à l'heure que l'information était très facile à trouver. N'importe qui va sur Internet et voit quels sont les appartements qu'il a achetés. Le plus dur, c'est pas ça. Le plus dur, c'est de pouvoir faire la bonne offre au bon prix, au bon moment, avec un bon dossier. Et c'est là où vraiment on va nous faire la différence. Quand on veut faire une offre pour soi-même sans être présenté par un agent immobilier, on fait, sauf si vous êtes un mania de la négociation, vous allez forcément faire des erreurs qui vont vous coûter parfois jusqu'à 10 fois le prix de ce que vous avez eu l'impression de ne pas payer avec les frais de broker. L'offre est acceptée. Ensuite, on va passer la main à Mathias, qui lui va commencer à rédiger un contrat de vente, va faire ce qu'on appelle une due diligence pour vérifier si tout est bien en ordre dans le processus de vente. Entre les deux, nous, on va faire une petite inspection de l'endroit pour bien vérifier que tout est conforme à ce qu'on avait vu. On signe le contrat. Il y a 10% de dépôt. Là, c'est Betty qui va pouvoir vous parler à ce moment-là de la manière dont on peut raccrocher ces 10% sur le contrat. Ça va aller sur un escrow account de l'avocat du vendeur. Et pendant le mois et demi, c'est là où la banque va faire le principal de son travail. Betty va vous en parler aussi, c'est-à-dire obtention du prêt immobilier. Et à partir du moment où on a le prêt immobilier, on va vers un closing. Si je dois résumer toute la période, entre l'acceptation de l'offre et la signature du contrat, il se passe environ 1 semaine à 10 jours. Entre la signature du contrat et le closing, c'est-à-dire le moment où vous allez obtenir vos clés, eh bien, il se passe aujourd'hui à peu près 2 mois, 2 mois et demi dans certains cas quand c'est vraiment très, très compliqué. Voilà. Merci beaucoup. Mathias, donc je vais te laisser parler de ces étapes. Voilà. Merci Renaud. En attendant que Mathias fasse son partage d'écran, j'en profite juste pour remercier les gens qui nous ont dit dans quelle ville ils étaient. Donc, on a des gens de New York, de Philadelphie, de Larchmont, de Paris, d'Atlanta, New Jersey, Ottawa, Canada, Brooklyn. Voilà. Posez vos questions, Riverdale. Posez vos questions dans le Q&A, s'il vous plaît. On va répondre à toutes vos questions à la fin des présentations. Donc, 15 minutes de Mathias et ensuite, on aura 15 minutes de Betty et on prend toutes vos questions. Aussi, vous pourrez lever la main. Je vais cacher vos noms de famille. Comme ça, vous pouvez poser des questions en toute confidentialité. Donc, n'hésitez pas. J'ai été chez coiffeur hier. Donc, j'ai eu quelques commentaires sur ma coupe de cheveux. J'étais chez coiffeur hier. Voilà. Mais merci pour le feedback. On continue avec Mathias tout de suite et on veut donc lever la main, comme ça vous pourrez poser vos questions en direct à nos experts. La webcam ne s'active pas, c'est uniquement votre micro. Voilà. Mathias, je te laisse continuer. Merci. Très bien. Merci Renaud, merci Romain. Alors ce que j'aimerais faire avec vous, c'est parce que la transaction d'achat à New York, de location, c'est que de l'achat résidentiel pour le moment, est différente de celle que vous pouvez peut-être connaître en France. Donc, juste vous donner une idée générale des différentes étapes que Renaud a déjà survolées, et quelques détails. Et après, bien sûr, vous aurez, je suis sûr, des questions. N'hésitez pas à nous appeler ou nous envoyer des emails et je répondrai avec plaisir. Alors, reprenons la première étape. Vous travaillez avec votre agent immobilier. Vous avez sélectionné un bien qui vous convient et vous avez fait une offre. L'offre est acceptée par
vendeur en face. Et à ce moment-là, l'agent immobilier du vendeur et votre agent immobilier vont ensemble préparer un document qui va résumer très simplement sur une page ou deux le nom des parties, l'acheteur et le vendeur, la propriété en elle-même, l'adresse, leurs avocats respectifs, votre avocat et l'avocat du vendeur, le nom de la compagnie de management qui s'occupe de la gérance du building, certains détails comme le prix d'achat, si jamais vous avez des clauses suspensives qui sont intéressantes, on y reviendra tout à l'heure, de financement par exemple, s'il y a des conditions particulières, si il y a des choses dans l'appartement que vous voulez qui restent, ou quoi que ce soit, des petits détails qui vont rester en transaction. Ce document est ensuite partagé avec tout le monde, les agents, les avocats, et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que vos avocats respectifs, vendeurs-acheteurs, vont commencer à travailler. L'avocat du vendeur, à ce moment-là, va préparer le contrat d'achat. De notre côté, en représentant des acheteurs, on commence à contacter la management company pour voir plusieurs choses, c'est de la due diligence. Première chose, on va voir les résumés des différents rendez-vous qu'il y a eu avec l'association sur la dernière année ou 2 dernières années, voir si vous discutez, par exemple, ce qu'il va y avoir des rénovations dans le building. Est-ce qu'il y a des problèmes chroniques qu'on veut savoir? Est-ce qu'il y a des lawsuits ou des procès en cours avec les assureurs, avec le développeur à l'époque, quoi que ce soit? Ce qu'on veut, c'est avoir une idée une vue de 360 de la vie du building. En plus de cela, on commence à revoir la partie financière du building, quelles sont les réserves, quels sont les buildings pour chaque année ou chaque mois, et voir surtout s'il n'y a pas de réserve, pourquoi. Pourquoi? Parce que si jamais le building n'a pas de réserve et qu'il y a une réparation qui doit être faite, par exemple, de refaire la façade dans l'année qui vient, s'il n'y a pas de réserve de cash, ils vont être obligés de demander au propriétaire, donc peut-être vous, de payer votre tranche revendicative. Ce sera un assessment qui sera fait sur plusieurs mois. On reçoit enfin le contrat. On travaille toujours sur la due diligence. On reçoit le contrat. Le contrat, c'est assez simple. On regarde les termes. On en discute avec vous. On fait une contre-offre sur les termes. C'est des choses qu'on veut changer. Chose très importante, on a discuté et ça touche un peu du sujet de métier après, c'est les clauses suspensives de financement. Pas toujours facile à obtenir avant, beaucoup plus facile à obtenir maintenant par des vendeurs. Et c'est quelque chose qui, surtout si vous êtes un acheteur étranger, est assez importante. Et à New York, ce qui est particulier, c'est qu'il vous donne le droit d'obtenir un financement. Si, une fois que vous avez contacté votre banque approuve, vous personnellement, pour vous donner un crédit, et ensuite approuve le bien, la clause de financement se termine. Après ça, il n'y a plus de clause suspensive après ça. Le problème qu'on a, c'est qu'il y a entre le moment où vous êtes accepté par la banque et le bien est accepté par la banque et le moment où vous faites closing. Si entre-temps, il y a un changement dans vos finances, votre situation d'immigration, c'est-à-dire si vous êtes sur le visa, et par exemple, chose classique, heureuse mais classique, vous perdez votre emploi, donc vous perdez votre visa H1 de travail, quelque chose comme ça, votre situation change tellement que la banque risque de ne pas accepter de prêter l'argent au moment du closing. La clause suspensive de financement, assez complexe, très importante à discuter, plus en détail, mais il me faudrait un peu plus de temps, donc on reviendra là-dessus, mais gardez ça en tête, prenez note, clause suspensive de financement très importante. On voit le contrat, on envoie nos demandes, on négocie des termes avec eux, par exemple, si vous voulez qu'ils gardent certains meubles, s'il y a des choses à réparer avant que vous achetiez le bien, des choses comme ça. Admettons que maintenant, à ce moment-là, on a un contrat avec lequel on est satisfait, on a fait notre due diligence, on a vu ce qu'est le condominium, le coop, on a vu les finances, on a vu la vie du condominium à travers les réunions des associations, et on est assez confortable avec le fait que même le bien, ça c'est déjà fait, et que c'est un bien qui est sûr la vie du condominium est assez sûre et qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle de red flag. Il n'y a pas de sonnette d'alarme qui est sortie. Un exemple, par exemple, si on sait qu'il va y avoir des révélations majeures, comme je mentionnais avant, et qu'il n'y a pas de réserve, on sait qu'on risque d'avoir des obligations financières envers le building dans les deux prochaines années. Si on accepte ce qu'il y a, ou du moins qu'il n'y a pas de problème, on signe le contrat. Alors, quand vous signez le contrat, on envoie 10% du prix d'achat
qui sera mis sur le compte séquestre de l'avocat des vendeurs. Et à ce moment-là, le vendeur peut décider ou de signer le contrat et on va de l'avant, ou alors il décide de vous renvoyer les 10% et renvoyer le contrat non signé. Si l'avocat des vendeurs signe, les 10% restent sur le compte séquestre de l'avocat des vendeurs jusqu'au closing et nous sommes en contrat. À ce moment-là, deux choses arrivent. Premièrement, et Betty viendra là-dessus, si vous allez avoir un crédit immobilier, vous allez travailler avec votre banque, envoyer le contrat tout de suite dans les 5 jours pour que votre banque commence à étudier la propriété en elle-même. Et en même temps, chose particulière ici, on va envoyer notre contrat d'achat à une title agency. Alors, la title agency, c'est quelque chose qui n'existe pas en France. C'est une compagnie qui va faire deux choses. D'une, elle va vous donner un titre d'assurance. C'est-à-dire que si vous achetez un bien, par exemple, pour $1 million, elle va, au moment du closing, et si elle a approuvé la transaction, elle va vous donner une police d'assurance qui représentera votre investissement. C'est-à-dire que si dans le futur, pour X raisons, quelqu'un vient en disant, voilà, ce bien est à moi parce que la personne qui vous l'a transféré a fait une fraude, de toute manière, vous êtes protégé sur votre investissement, l'assurance vous couvrira. Et la deuxième chose qu'ils font, puisqu'ils vous donnent une police d'assurance, c'est qu'ils vont faire le travail qui serait un peu le travail du notaire en France. Ils vont regarder sur les différentes années comment le titre est passé de chaque acheteur-vendeur précédent jusqu'au vendeur aujourd'hui. En général, à chaque fois, il y a eu une police d'assurance qui a été émise de la même façon. Ils suivent le dossier, ils regardent bien que le vendeur qui est aujourd'hui est bien le vendeur, bien le propriétaire du bien. Et deuxième chose, ils regardent est-ce qu'il y a des dettes ou des jugements qui sont attachés au bien. L'idée étant que quand le bien vous est transféré, il n'y a aucune dette du jugement ou aucune chose qui n'affecte votre titre à 100%. Donc, ce qu'ils regardent, c'est est-ce que les vendeurs ont des jugements contre eux qui pourraient être attachés au bien? Oui et non. Est-ce que, la chose la plus générale, il y a un crédit immobilier sur le bien? C'est commun. Et ce qui arrive, c'est que le crédit immobilier est là. Au jour du closing, la banque prêteuse du vendeur viendra au closing, recevra un chèque de notre part et nous donnera ce qu'on appelle une release, comme quoi le titre n'a plus de dette envers cette banque. Si jamais les vendeurs, par exemple, ont des dettes envers le service de revenus américain, ce qui peut arriver, même chose, au moment du closing, une partie de la somme de notre achat sera mise de côté pour payer cette dette, pour être sûr que le bien vous passera sans problème. Maintenant, une fois que la title agency travaillera avec la banque qui acceptera, qui approuvera votre bien, la title agency nous dit voilà, donc pour nous, nous avons étudié le dossier, le titre est clair et il n'y a aucune dette dessus, ou du moins tout ce qu'il y a peut être travaillé au jour du closing. Nous donne le feu vert, à ce moment-là, on peut être là. Dernière étape, quand le contrat est signé, avec votre agent immobilier, vous allez travailler à votre dossier d'application ou avec le coop, qui est un type de municipio, ou avec le condominium. Et vous envoyez votre application avec l'association des propriétaires. Pourquoi? Pour que vous soyez accepté dans le living. Si c'est un condominium, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils ont un droit de premier refus. C'est-à-dire qu'ils ont le droit d'acheter le bien au même prix ou alors ils vous acceptent. Si c'est une coop, une coopérative, ils auront le droit de vous approuver vous-même. Alors, rapidement, la différence entre un condominium et une coopérative. Un condominium, c'est que, comme beaucoup de biens en France, vous achetez un appartement, vous achetez les murs de l'appartement, ce bien est à vous. Une coopérative, vous allez acheter le building et la propriété d'une compagnie coopérative et vous allez acheter des parts de cette compagnie qui représentent la taille de votre appartement. C'est-à-dire que vous êtes tous des copropriétaires, mais vous avez les parts de la compagnie qui correspondent à la taille de votre appartement. Et la différence avec le condominium, c'est que coopérative, l'interaction avec l'association est beaucoup plus grande. Dans le sens où l'association des propriétaires a le droit de regard sur déjà qui peut acheter dans la coopérative. Deuxièmement, si vous voulez louer un jour, ils ont le droit d'approuver ou pas les locataires. Et si vous voulez faire des rénovations, choses comme ça, l'interaction avec l'association des propriétaires d'une coopérative est beaucoup plus intense. Et en général, pour les étrangers, on recommande plutôt de regarder vers des condominiums. Beaucoup plus simple d'acheter le bien. Si jamais l'association des propriétaires préfère, eux, acheter, très bien. Mais autrement, ils n'ont pas le droit de regard. C'est où ils achètent, où ils vous laissent terminer votre transaction et acheter. Une fois que la banque nous a approuvé le dossier, la title agency nous a dit voilà, le titre est bien, nous sommes prêts à closer et vous avez été accepté par l'association des propriétaires. Dans ce cas-là, on prépare ce qui est le closing.
le closing. Alors, ça a changé un petit peu la dernière année parce que maintenant, on ne peut plus vraiment se regrouper. Mais ça se fait normalement une réunion où vous avez l'avocat des vendeurs, votre avocat, vous-même, si vous êtes là, votre banque prêteuse et quelqu'un qui appellera la data agency. Tous les documents sont amenés, sont signés autour de la table, les chèques sont transférés en même temps. La data agency va prendre tous ces documents signés et les chèques, les montants qui seront à payer en taxe immobilière à l'État et enregistrera ça avec le clerc de notaire, avec le clerc de l'État. Et à ce moment-là, le titre est transféré. De nos jours, on fait ça un peu différemment. Ce qu'on fera, c'est qu'on prépare à notre côté, les vendeurs prépareront de leur côté les actes de transfert, les signeront, enverront tous les fonds nécessaires à leur paiement des frais à la data agency. La data agency nous enverra le dossier, on fera la même chose, on le renvoie et après 48 heures, tout est transféré. Et ça c'est la vue la plus… Mathias, oui. Est-ce que tu voulais passer un slide là-dessus? Pardon. Oui, peut-être. Oui. Maintenant, je suis à la fin. Oui. Par rapport à slide, data agency. Malheureusement, désolé, on est au closing. Mais voilà, une fois qu'on est arrivé au closing, ben, c'est la fin. Désolé pour le slide, j'ai oublié de le faire passer. Pas de problème. On aura sur le replay les slides des intervenants, donc vous pourrez les regarder post-webinaire. Est-ce que Betty est toujours là? Betty, il faut juste que tu actives ton micro. Voilà, parfait. Ouais, Mathias, je pense que tu peux couper ton partage d'écran, du coup. Parfait. On a reçu pas mal de questions, donc il y a quelqu'un qui nous demandait s'il y avait un schéma ou un résumé du process, et je pense qu'on l'aura dans les slides. On pourra vous… Oui, si je regarde les slides, désolé, ça c'est vraiment ma faute, mais les slides représentent chaque étape, avec juste des bullet points, mais ça vous donnera une idée générale du process. Ok, parfait. On continuera à lire les questions de tout le monde et on prendra des gens en direct à la fin. On va d'abord donner la parole à Betty qui va nous expliquer comment se financer. Et j'ai vu quelqu'un qui demandait si on allait parler un petit peu refinancement. Si jamais, Betty, tu veux parler à la fin du refinancement. Merci. Avec plaisir. Merci tout le monde. Merci Romain, Renaud, Mathias. Donc, moi, j'arrive pratiquement, enfin pas vraiment à la dernière étape, mais une fois que vous avez considéré acheter votre maison de rêve, donc vous venez chez moi et on voit si on peut vous prêter les petits sous. Donc, comment ça marche ici? D'abord, je vais parler des clients nationaux et ensuite, je parlerai des clients internationaux. J'ai vu qu'il y avait des questions. Est-ce que vous pouvez acheter ici si vous n'avez pas de visa, si vous n'habitez pas ici et tout? Oui, on peut avec HSBC parce que c'est une banque internationale. Alors, on va commencer avec les clients nationaux parce que c'est un peu plus simple. En général, par exemple, vous considérez acheter une maison. En général, c'est la maison principale où vous allez habiter. On peut vous donner jusqu'à 80% du montant du prix d'achat. Comment on fait pour vérifier que vous pouvez bien être approuvé? Donc, c'est toujours 3 choses, que ce soit pour les clients internationaux ou domestiques. Donc, c'est toujours le revenu, le crédit, le credit score et les actifs bancaires. Donc, en général, comment ça se passe quand vous commencez à vouloir chercher une maison? C'est toujours mieux de commencer, par exemple, de voir un peu combien est-ce que vous voulez acheter la maison. Et c'est toujours mieux de me parler d'abord pour que je puisse voir si on peut vous donner un pre-approval parce que le Renault ou l'agent immobilier a toujours besoin d'un pre-approval pour présenter votre offre. Donc, on discute, on voit combien vous pouvez être approuvé, on discute de tout ça. Une fois que vous sentez confortable, là, on fait un pre-approval qui est valide pour 4 mois et là, vous allez commencer à shopiner. Maintenant, en termes du prix d'achat qu'on peut vous donner par rapport
le loan par rapport au prix d'achat, le loan to value, on peut vous donner jusqu'à 80%, bien sûr, si vous êtes approuvé. Une fois que vous allez commencer à voir des appartements, ce qui vous plaît, tout ça, comme Mathias a dit, vérifiez toujours avec moi parce que vous pouvez être approuvé, mais le building doit aussi être approuvé par HSBC ou n'importe quelle autre banque. Et en général, c'est pour vous protéger. On s'assure que le building est bien, paye tous ses common charges et tout ça. Une fois que tous les deux c'est approuvé, là, vous commencez à travailler sur le contrat. Une fois que le contrat est signé par tout le monde, vous me revenez et là, on commence le processus d'achat. À HSBC, ça veut dire on a des avantages que d'autres banques n'ont pas. Ça veut dire que vous pouvez mettre le titre sur votre nom personnel, mais aussi sur une US LLC ou US Corporation. Il y a beaucoup de banques qui ne font pas ça. On a aussi une différence sur le debt to ratio income. Ça veut dire toutes les banques, ils additionnent vos dettes et ils divisent par votre revenu mensuel et ça ne peut pas dépasser 43%. Nous, ça peut aller jusqu'à 55% qu'on demande une exception. On l'a fait plusieurs fois avec Renaud et Mathias, où les autres banques n'ont pas pu les approuver, nous, on a pu. À ce sujet, Betty, je voulais te faire un petit peu ta pub parce que c'est vrai que HSBC en 2020 a trouvé pour un grand nombre, en tout cas, de clients, une solution là où d'autres banques américaines n'en ont pas trouvé. Donc, bravo Betty, merci HSBC. Merci. Ouais, c'est ça. Ça veut dire comme la plupart de nos loans sont in-house, ils sont portfolio, donc on est beaucoup plus libre à prendre des décisions sur chaque loan. Ça veut dire même, bien sûr, avec une limite, mais on a beaucoup plus de flexibilité. Donc, effectivement, comme Renaud et Mathias ont dit, du moment que vous avez le contrat signé jusqu'à la fin, à cause de Corona, tout ça, ça prend à peu près 2 mois et demi. Bien sûr, si pour whatever reason, vous devez fermer plus tôt pour ne pas perdre le deal, on va mettre des rushes partout, no problem. Et c'est ça. Juste pour vous donner une idée des taux, si vous êtes client HSBC, client premier, on peut vous donner, par exemple, sur un 30 ans fixe, c'est vraiment le plus bas de 50 ans. On peut vous donner comme pour un 30 ans fixe à peu près un 3,1. Pour un 10 ARM, ça veut dire que pendant 10 ans, le taux est fixe. Sur une amortisation de 30 ans, on peut vous donner à peu près 2,7. Bon, bien sûr, c'est général, mais juste pour vous donner une indication. Il n'y a pas de prepayment penalty dans nos loans. Vous pouvez les repayer anytime. Vous gagnez à la loterie, vous les repayez, il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est pour les clients nationaux. Aussi, refinancement, pretty much the same. On peut refinancer, pas de problème. Second home, primary, investment property, on peut faire tout ça. Il y a beaucoup de banques qui ont, avec Corona, ils ont arrêté de faire les cash out, les refinancements d'investment property. Nous, on a tout gardé pareil. On est vraiment, je pense, une des seules banques qui continue à faire les refinancements pour tous ces propriétés-là. Donc, ça, c'est un petit peu en gros comment ça marche pour les clients nationaux. Pour les clients internationaux, ça veut dire les clients qui habitent et travaillent à l'extérieur des États-Unis, disons en France. Ils n'ont aucun papier, ils n'ont aucun numéro d'assurance sociale américain, ils ne font aucune taxe américaine, ils n'ont aucun argent aux US. Je pense qu'on est la seule banque à qui nous pouvons vous prêter quand même. Donc, si vous achetez ici, en général, un pied-à-terre qui est un second home, on peut vous donner jusqu'à 70% de financement. Comme, dépendamment du pays, chaque pays est différent, mais disons qu'en France, on n'a pas besoin que vous ayez un visa, mais admettons, si vous habitez ailleurs, je ne sais pas, Israël, whatever, vous allez avoir besoin simplement d'un visa de visiteur, B1, B2, B2. Et on peut vous donner sur second home, on peut vous donner jusqu'à 70%. Et sur une investment property, on peut vous donner jusqu'à 60%. Les taux, bien sûr, sont un peu plus hauts, à peu près 1 point de plus. Donc, pour une second home, c'est à peu près 4% pour les clients internationaux et pour le 10-1 ARM, c'est à peu près à 3,6. On a quand même les meilleurs taux, les meilleurs loan to value, que ce soit pour clients nationaux ou internationaux. Vous pouvez mettre toujours le titre sur votre nom personnel ou sur une US LLC ou corporation. Comment travailler avec les clients internationaux? Donc, la même chose, le revenu, c'est quand même plus facile parce que le revenu, par exemple, on ne prend pas les tax returns, les impôts, les fiches de paye, on ne prend rien des autres pays. On prend simplement
Oui, si vous êtes propre patron, vous êtes self-employed, on va prendre une lettre de votre comptable qui va nous dire combien vous avez fait en revenus des 2 dernières années, en revenus bruts. Et si vous travaillez pour une compagnie, on prend la même lettre qui dit combien vous faites. That's it. Pour les crédits, le credit score, comme vous n'avez pas de US Social Security, donc on peut pas le faire. Donc, on fera un International Credit Report, aussi super simple. Juste ça confirme que ce que vous nous avez dit, c'est bien vrai. Votre nom, vous habitez là, vous travaillez là, machin. Il n'y a pas de credit score qui est encore mieux que les Américains. Et les assets, bien sûr, il faut toujours qu'on voit que vous avez assez d'argent pour le 30% down, closing costs and reserve. Bien sûr, on vérifie, on vous demande de nous montrer d'où l'argent est venu, s'il y a des gros dépôts dans les bank statements. Et voilà, on a un département qui traduit tout pour vous, juste in-house, vous nous envoyez, on traduit. Et voilà, ça fait un peu le tour. Bien sûr, tout le monde, sa situation est différente, donc avec grand plaisir, si vous voulez me rejoindre directement et on peut parler de chaque cas séparément, mais ça, c'est à peu près, c'est the big picture. Merci Betty. Tu as parlé refinancement finalement? Oui, alors pour refinancement un petit peu, c'est le même process. On peut faire refinancement pour tout genre de propriété, que ce soit primary, second home investment, que vous soyez ici ou que vous êtes clients internationaux, on fait tout ça. On a besoin toujours de ces 3 choses-là, income, credit, asset. Tout ça doit suivre les guidelines, mais à part ça, oui, on fait toujours ça. Magnifique. OK. On a déjà reçu à peu près une 30aine de questions, donc je vais essayer de répondre dans l'ordre, mais j'aimerais beaucoup qu'on entende la voix des gens qui sont là, donc n'hésitez pas à lever la main. Je crois qu'il y a Vanessa qui avait levé la main. Elle l'a levée il y a assez longtemps, donc je voulais être sûr qu'elle voulait bien poser une question. Vanessa, elle a toujours la main levée, donc je vais essayer de lui donner la parole. Et puis on va voir si elle veut nous poser sa question. Je pense qu'elle est en mute. Vanessa, je crois que ton micro est activé, donc tu peux poser ta question. Ah, le micro ne marche pas. Ok, bon, bah, la prochaine fois. Ok, je vais commencer à lire les questions qu'on a reçues par écrit du coup. Estelle qui nous demande si le webinaire sera rediffusé parce qu'elle a un conflit d'agenda. Bien entendu, tous nos webinaires, donc c'est tous les mardis à midi, c'est en replay tout de suite sur Facebook dès qu'on a fini. C'est en replay dans la newsletter quelques jours après. C'est sur French Morning dans l'après-midi, donc quelques heures après le webinaire, vous retrouvez tout en replay avec les contacts de nos intervenants, leur présentation et le replay en complet. C'est aussi sur notre chaîne YouTube si jamais vous préférez aller sur YouTube. Alors, on a Alexandra qui demande comment trouver des biens avec des HOA abordables ou des tax abatement. Alors, je vais pouvoir répondre à cette question. Il y a pas mal de possibilités, notamment d'un point de vue des taxes, sur des biens qu'on va pouvoir acheter et sélectionner. Encore une fois, je vais être très, très général. Le système de New York fonctionne avec un MLS. Il y a notamment ce qu'on appelle aussi des opportunity zones sur lesquelles on va pouvoir avoir des tax abatements différents. Il y a des buildings qui ont des tax abatements pendant un certain nombre d'années. Donc, nous, on va pouvoir justement, en fonction de ce que vous allez rechercher, que ce soit un rendement locatif bien précis, que ce soit une zone, que ce soit un type d'investissement, on va pouvoir choisir exactement ce qui vous convient. Je la fais très courte, mais grosso modo, on a accès à tout et notamment et ce genre de biens-là avec soit des taxes abattement ou des spécificités d'un point de vue de ce genre de taxes ou autre. Merci. On a Adrien qui nous pose une question. En cas de refus de prêt, y a-t-il une indemnité à payer au vendeur ou retainer fee pour le broker? Ça va dépendre. Déjà, il faut qu'il y ait une clause suspensive de financement dans le contrat pour commencer.
Autrement, il perd les 10%. Ensuite, le problème des États-Unis, c'est que la clause à New York, la clause suspensive de financement, s'arrête au moment où la personne a été approuvée et le bien a été approuvé. À ce moment-là, vous n'avez plus de protection. C'est-à-dire que si après, c'est pour ça que c'est un peu compliqué, mais si après cela, et avant le closing, qui est la fermeture du dossier, qui en général, il y a encore entre 3 semaines et 4 semaines entre ces deux moments-là, si à ce moment-là, votre situation change drastiquement, c'est-à-dire que vous perdez votre emploi, votre statut aux États-Unis a changé, vos liquidités ont changé, vous avez pris un autre prêt quelque part, chose qui risque de rendre votre prêt plus précaire. Et vous allez arriver au closing et la banque, la veille, l'avant-veille, une semaine avant, va refuser de vous prêter l'argent. Si cela arrive, vous avez deux solutions. Ou vous quittez le contrat et vous perdez les 10%, ou alors on demande au vendeur un peu plus de temps pour essayer de faire un prêt avec une autre banque. Et la troisième chose, Mathias… Le grand risque, c'est de perdre 10%, pardon. Et la troisième chose aussi, Mathias, c'est que avec Mathias, on travaille beaucoup sur justement ce type de contrat et on peut mettre en place dans le contrat de départ des conditions qui sont beaucoup plus favorables à l'acheteur qu'au vendeur. Nous, on représente les intérêts de l'acheteur, bien évidemment. Donc, on parlait de mortgage contingency, mais en fait, on parlait aussi beaucoup de financing contingency. Oui, la raison pour laquelle je n'ai pas mentionné ça tout de suite, c'est parce que déjà, c'est impossible de l'obtenir avant la période de la pandémie. On a réussi à obtenir ça pour quelques clients sur les 10 derniers mois chez Conoco, mais ça redevient très dur de l'obtenir. 4-5 derniers dossiers que j'ai faits, les vendeurs ont refusé absolument pour la simple raison qu'en tant que vendeur, ils veulent un peu de visibilité sur la transaction. C'est-à-dire que, en général, entre le moment où on signe le contrat et on va closer en ce moment, c'est entre 30 à 60 jours, facilement 60 jours s'il y a un financement. Au bout de 30 jours, en général, le bien a été accepté, la personne a accepté, donc le vendeur sait que à partir de maintenant, il va vendre son bien dans les 30 jours qui viennent. Il n'aime pas avoir 60 jours sans savoir si son bien va être vendu ou pas parce que son bien est en dehors du marché. Il a retiré son bien du marché, il est en contrat avec nous, donc il refuse le funding contingency parce que jusqu'au dernier moment, il n'est pas sûr de pouvoir vendre. Donc, on va le demander, on en rediscutera, mais ça redevient de plus en plus difficile à obtenir. Donc, je ne veux pas le mentionner tout de suite, mais c'est fait. OK. J'essaie de poser toutes les questions. Donc, quid de l'achat immobilier pour investir à New York ou dans le New Jersey? Les cash flows semblent plus bas dans d'autres marchés. Qu'en pensez-vous? New Jersey, alors déjà, nous, chez DeTilly Real Estate, on s'occupe déjà que du marché de New York City et le New Jersey étant un État à côté, on ne s'occupe pas du New Jersey. Quoi qu'il en soit, il y a plein de marchés dans le marché, entre guillemets. Même dans Manhattan, il y a 50 000 endroits différents avec des rendements différents, avec des spécificités très différentes. Brooklyn, je vous passe même pas ça. 1,6 million d'habitants à Manhattan, 2,8 millions d'habitants à Brooklyn. Si Brooklyn était une ville, ça serait la 4e ville des États-Unis. Donc, autant vous dire que les possibilités, elles sont presque infinies. Ce que je proposais à cette personne-là, c'était d'en discuter à côté. On pourrait en parler pendant des heures et des heures. Ce que je veux juste dire, c'est que justement, nous, notre spécificité, c'est Manhattan, c'est Brooklyn en particulier. On parle peu de Staten Island, du Bronx ou du Queens, qui sont plutôt des endroits qui sont très bien, hein, mais qui sont plutôt pour des personnes qui habitent déjà ici depuis des années ou qui sont des natifs d'ici. Les Hamptons sont aussi un élément qui est qui sont très intéressants. On en a fait beaucoup cette année. Et je vous disais qu'on réfléchissait à ouvrir un bureau là-bas, même à tel point, c'est que la demande est élevée. Donc, je répondrai à toute cette question-là, qui sont vraiment des questions hyper précises, voilà, de manière privée, avec grand plaisir. Merci Renaud. Je continue dans l'ordre. Il y a Aurélie. Salut Aurélie. J'espère que tu vas bien. Je sais que Aurélie est investisseuse parce qu'on parle de temps en temps d'investissement ensemble. Est-ce qu'on peut s'attendre à une nouvelle baisse des prix d'achat cette année? Non, désolé. Je pense pas que. Je pense qu'au contraire, je vous parlais tout à l'heure là de mon effet Covid. Je pense que cet effet Covid va durer 6-8 mois.
je ne vois pas un effondrement de prix des marchés pour l'instant. Je peux peut-être me tromper. On commence à avoir des datas qui sont intéressantes. En revanche, évidemment, ça c'est dans la chose générale. D'un point de vue beaucoup plus précis, oui, il y a des catégories qui vont se casser un petit peu plus la figure que d'autres, notamment tout ce qui est le luxe. Il y a une grosse arrivée de nouveaux développements pendant l'année 2021. Donc forcément, plus il y a de compétition sur ce type de produit, plus les prix ont tendance à baisser. Les deuxièmes modulos, par exemple, Brooklyn, où il y a énormément de petites maisons avec des jardins, des terrasses, etc. Les gens, avec l'effet Covid, ils ont voulu avoir de l'espace, des espaces extérieurs, des terrasses, des jardins. Donc, ces types de marchés-là, par exemple, ils sont en hausse. Brooklyn, Carroll Gardens en particulier, dans lequel on a un bureau, ça s'est stagné et puis ça continue là d'augmenter et on est en train de constater un phénomène qui est très intéressant, c'est que tout le marché qui s'était mis en pause pendant février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre commence à redémarrer et là aujourd'hui sur les rentals en particulier, on a une activité qui est supérieure à ce qu'on peut avoir, ce qu'on aurait pu avoir l'année dernière à la même époque, que ce soit sur les rentals ou que ce soit sur les achats. Voilà. Une petite question complémentaire qui vient de Alexandra. Quel quartier de Brooklyn, Manhattan est un bon investissement en ce moment? Il y en a plusieurs parce alors, tout dépend de ce qu'on veut dire. Alors, je suis normand, donc je vais vous faire une réponse de normand. À l'origine, qu'est-ce qu'on appelle un bon investissement? Est-ce que ça veut dire je vais faire un maximum de plus-value dans 2 ans, un maximum de plus-value dans 10 ans, un maximum de plus-value dans 20 ans? Est-ce que c'est un endroit où j'aurai plaisir à aller? Est-ce que c'est un endroit que je vais pouvoir louer facilement? Est-ce que c'est un endroit… Donc, il y a plein de choses derrière tout ça. Et je pense qu'il faut y répondre de manière très précise en fonction de la demande très précise. Allez, si je veux vous dire quelque chose et mouiller un tout petit peu plus, des quartiers de Brooklyn comme Carroll Gardens, comme Cobble Hill, comme Park Slope sont des quartiers qui ont continué à prendre de la valeur, alors que certains quartiers comme Financial District ont plutôt perdu de la valeur. Voilà, si je dois donner une réponse. Merci. Je crois qu'on a une question pour Betty. Y a-t-il des difficultés pour acheter à New York en n'ayant pas la green card ou citizenship? Je suis sous visa E2, donc c'est une question de Martin, j'ai oublié de préciser. Sous quelles conditions puis-je contracter un prêt dans une banque américaine? Ok, alors Martin, je sais, tout dépend, ça fait combien de temps que tu es ici. Si tu es ici, de toutes les façons, la réponse est oui, tu peux avoir un mortgage. Comme ça va être ta primary home, on peut te donner jusqu'à 75% de la valeur du prix d'achat. Bien sûr, toujours en s'assurant que ton revenu, tes assets, tout ça, tu as tout ça. Mais juste en termes de loan to value, on peut donner jusqu'à 75%. Si tu es ici plus que 2 ans et que tu as un credit score américain, donc on peut aller jusqu'à 80%. Si tu es ici moins que 2 ans et tu viens d'arriver, que tu n'as pas de crédit, no problem. On sera vraiment, je pense, la seule banque qui pourra te donner jusqu'à 75% du prix d'achat. Allez, on continue pour toi, Betty. Pour une question de David, est-ce que c'est possible de prendre l'hypothèque des actifs qui sont basés à l'île Maurice? Non, alors le client peut être basé n'importe où dans le monde ou presque, mais les propriétés doivent toujours être aux États-Unis, n'importe où aux États-Unis. Parfait. Ça marche aussi pour Paris, hein, d'ailleurs, mais on a beaucoup la question. Bien évidemment, on ne peut pas hypothéquer un bien qui n'est pas dans le pays. Parfait. Une question d'un auditeur anonyme. Quel est l'intérêt des interest-only mortgage loans? Donc, c'est un petit peu plus haut que les taux réguliers, à peu près 20 basis points higher. So, ça dépend vraiment si on parle d'un achat, d'un refinancement. Est-ce que c'est primary home, investment, second home? Mais c'est à peu près 20 basis points higher. Donc, disons que si c'était une purchase, ça serait à peu près, pour un 30 ans, ça serait à peu près 3,3, 3,4. Ok, parfait. On a une question d'Aurélie, une autre Aurélie.
merci pour la présentation. Quels sont les impôts fonciers à Manhattan? Sont-ils les mêmes à Brooklyn? Oui, il y a des impôts fonciers, ça s'appelle Real Estate Taxes. Ça dépend en fonction de la zone géographique dans laquelle vous êtes. Pour une maison, par exemple, à Brooklyn, on est aux alentours de 10 000 $ par an. Merci, c'est précis. Tu peux donner une idée de surface ou... Pour une maison, oui, d'environ, je sais pas, 2500 mètres square feet, pardon. Donc 200-250 mètres carrés, c'est ça? On a un auditeur anonyme qui nous dit la suivante. Bonjour, à l'aide de mon agent, j'ai présenté une offre pour l'achat d'un appartement à Brooklyn. Malheureusement, l'offre a été refusée par le vendeur et son agent. Néanmoins, je pense que mon agent n'a pas été agressif. Je songe à en changer. Je n'ai pas signé de clause d'exclusivité. Puis-je changer d'agent? Puis-je soumettre pour le même appartement une offre à l'aide d'un agent différent? Merci. Alors la réponse est oui. Vous avez le droit d'être présenté par qui vous voulez pendant tout le processus d'achat. Donc vous pouvez changer d'agent. La bienséance est que de prévenir l'agent avec lequel vous travailliez avant par écrit. Un simple email généralement suffit en lui disant voilà, j'ai décidé de ne plus travailler avec vous et de faire en sorte que vous ne me représentiez plus. C'est la seule chose à faire, c'est plutôt sympa pour lui, au moins lui expliquer pourquoi et ce que vous pouvez éventuellement lui reprocher. Et puis l'autre agent, eh bien, lui va, tant que la signature n'est pas faite, va pouvoir proposer une offre ou une offre différente. Alors, vous avez extrêmement raison. Nous, chez DeTirer-les-7, il y a beaucoup de personnes qui viennent vers nous parce que ils se rendent compte que la négociation, c'est une vraie technique. C'est quelque chose qui s'apprend justement et qui n'est pas inné. Et c'est comme ça qu'on a réussi à obtenir des conditions extraordinaires pour des clients, notamment en 2020. Avec plaisir, en tout cas, pour en discuter avec vous un petit peu plus tard. Super. Merci Renaud. J'enchaîne, hein, j'essaie de faire le plus vite possible parce que, en fait, plus on répond à des questions, plus il y a d'autres questions qui arrivent. On a une question d'un auditeur anonyme pour toi, Betty. Quel est le minimum d'apport pour acheter à New York avec HSBC? Si c'est primary home et que vous êtes un client national, domestique, vous devez amener 20% down. Si vous êtes un client international, vous devez amener 30% down pour un pied-à-terre, second home. Merci. On a une question de Johan. Quel est l'ordre de grandeur pour les rendements locatifs dans Manhattan ou Brooklyn? C'est très facile, c'est entre 2 et 4%. En dessous de 2, c'est pas super bon. Au-dessus de 4, c'est très rare. Donc, entre 2 et 4% de rendement locatif net. Merci. On a… Ah, oui, une bonne question qui a été posée plusieurs fois. Qui paye les agents immobiliers? Comment ça se passe? Je peux répondre. Très simple. Dans le cadre d'un achat, c'est le vendeur qui paye les frais des deux agents immobiliers, c'est-à-dire l'agent qui le représente, le propriétaire, et donc la vente du listing, et l'agent qui représente l'acheteur. C'est généralement, et c'est même pas généralement, c'est tout le temps déjà écrit dans un contrat entre entre le vendeur et son agent immobilier. Donc, tout est déjà écrit et gravé dans le marbre. Donc, bonne nouvelle pour les acheteurs, il n'y a pas de frais d'agent immobilier à payer. Pour la location, généralement, c'est au locataire de payer les frais des deux agents. Or, comme on est dans une période dont je vous disais tout à l'heure qui a été très chamboulée d'un point de vue de la location avec un grand mercato, tout le monde veut bouger, etc., il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des no-fees. Des no-fees, ça veut dire que c'est le propriétaire qui va payer son agent immobilier et que vous allez payer uniquement votre agent immobilier si vous décidez de passer par un agent immobilier. Quand vous habitez à l'étranger, donc pour tous les clients qui viennent et qui sont des expatriés, je déconseille très fortement de vouloir se passer d'un agent immobilier pour la location. Ça n'a strictement aucun sens, vous allez forcément vous faire avoir. Merci Renaud.
On a plein de questions qui arrivent dans tous les sens. On va essayer de répondre à toutes. Donc, j'essaie de faire court. On a une question de Marc. Dans quelle mesure est-il possible de financer les travaux? Alors, nous, on ne finance pas les travaux. On n'a pas ce genre de produits. Ils sont aussi il n'y en a vraiment pas beaucoup. Peut-être Renaud, tu en as vu toi, mais nous, on ne finance pas les travaux. Non. Dans certaines autres banques américaines peuvent proposer un prêt qui est un prêt totalement d'un prêt immobilier. Généralement, les taux sont plus élevés. Donc ça, il faut voir au cas par cas avec votre banquier local, entre guillemets. On est plus sur du crédit à la consommation traditionnelle. Merci. On a une question de Rémi. Merci à tous pour les présentations. Peut-on utiliser un PMI pour des achats avec HSBC et donc apporter moins de 20% du prix du bien? Merci. Jean Passage, n'hésitez pas à poser vos questions en direct. Hein, si vous voulez lever la main, ce serait sympa d'entendre vos voix. Donc, n'hésitez pas. S'il y a des gens que j'ai ratés, levez la main et posez-nous vos questions en direct. Merci. Je te laisse répondre, Betty. Oui, effectivement, c'est possible d'utiliser un PMI. Il faut que le maximum loan amount serait à peu près de 760 000 pour faire quelque chose comme ça. Au-dessus de là, après ça, il n'y a pas. Donc, ça dépend vraiment du purchase price. Merci. Et Rémi te remercie aussi. Alors, une question concernant les tax abatements. Est-ce que sont-ils uniquement sur les nouveaux biens? Et pour combien de temps? Alors, les tax abatements sont sur certains nouveaux biens, sur quelques anciens biens qui datent d'il y a moins de 10 ans. Donc là, c'est vraiment au cas par cas. Quand on va sur la fiche de l'immeuble dans lequel vous voulez acheter votre bien immobilier, on a généralement cette information qui est accessible très facilement. Vous pouvez la voir en 2 secondes en cliquant en 2 clics. Ça, c'est assez facilement accessible. Merci. On a une autre question pour toi, Betty, de Victoire, qui nous demande: est-il plus intéressant de payer son bien le plus rapidement et rembourser un montant plus important que son monthly payment? Il semble qu'aux USA, il est plus intéressant de garder le paiement sur le terme engagé. Alors maintenant, comme les taux d'intérêt sont tellement bas, genre 3, disons 3,25, et que finalement, après que vous déduisez tous les intérêts, ça revient vraiment genre à 2%, que ça vaut vraiment la peine de garder le mortgage et hopefully, vous prenez cet argent-là au lieu de le repayer et vous l'investissez sur le marché ou achetez autre chose pour faire plus que 2-3%. Donc maintenant, en général, vraiment, même celui qui a l'argent pour le payer cash, il préfère prendre un mortgage parce que les taux d'intérêt sont plus bas. Mais je dois ajouter quelque chose, que pour celui qui a l'argent et qui veut acheter cash, bien sûr, les négociations se font plus rapidement, meilleures, et je crois, Renaud peut confirmer que je pense qu'ils ont un meilleur upper hand pour négocier. Et juste après que vous achetez cash, vous venez et on vous donne le même montant que si on vous aurait donné à l'achat. Donc, vous avez les 2 options. Mais en général, maintenant, tout le monde qui peuvent être approuvés prennent un mortgage parce que les taux d'intérêt sont super bas. On a une autre question de Victoire qui est complémentaire. Propriétaire d'un appartement coop payé dans moins de 2 ans, est-il plus simple d'acheter une seconde résidence une fois que c'est payé? Ça veut dire… ça facilite je pense, est-ce que ça facilite sur le mortgage d'avoir déjà une maison payée d'avance? Non, pas nécessairement. En autant que vous pouvez qualify sur un ratio de dette par rapport aux revenus, ça ne fait pas vraiment de différence. Par contre, dans 2 ans, quand il sera complètement remboursé, alors là, oui. Oui. Parfait. On a des questions dans tous les sens.
Alors, il y en a qui se répètent pas mal. Ah oui, c'était une question d'Aurélie. Est-ce que le fait d'avoir un crédit en France peut impacter une demande de crédit aux États-Unis? Ça peut impacter simplement sur le debt ratio income, ça veut dire que ça va faire partie de vos dettes, en autant que votre revenu supporte cette dette-là, plus la nouvelle dette d'achat d'un appartement, il n'y a aucun problème. Parfait, merci. Une question de Monsieur A. Est-il possible d'envisager un projet d'achat pendant une période de chômage avec un apport d'économie personnelle? Non, vraiment aux États-Unis, il faut que vous ayez 3 choses sur 3, qu'il y ait un bon crédit ou un crédit international, l'equity sur l'appartement, que je suis sûre qu'elle existe, et le revenu. Question de Vanessa. Peut-on envisager d'acheter un multi-use building qui sera loué sans avoir d'apport? Promesse de lease peut-il suffire? Si c'est un commercial building, ça veut dire plus que 4 units. Moi, je ne fais pas ça, donc je ne connais pas très bien. Si c'est résidentiel, en bas de 4 units, il faut toujours que vous ameniez un apport. Question de Rémi. Comment calculez-vous le taux d'endettement? Est-ce que c'est comme en France? Alors ici, comment on fait? On calcule tout monthly. Alors, vos dettes, ça veut dire le nouveau mortgage, les taxes foncières, l'assurance, les common charges si vous en avez, plus par exemple si vous avez des prêts, car loan, student loans, peu importe la dette que vous avez, on prend ça mensuellement et on divise par votre revenu mensuel. En notant que le ratio est en général pour toutes les banques 43, nous, on peut le faire jusqu'à 50 et une exception jusqu'à 55, ça peut passer. Merci. On a une question qui est un peu à part, mais peut-être que Renaud ou Betty ou Mathias, vous pourrez aider là-dessus. C'est pour un dual citizen qui veut rentrer en France et acheter dans le sud. Je pense que c'est concernant le prêt, parce que c'est vrai que quand des fois on est dual citizen, on ne sait pas dans quel pays il faut faire ce prêt. Je pense, Henriette, vous pouvez écrire directement à nos intervenants et je pense qu'ils pourront vous aider. Parce que la règle, c'est on emprunte dans le pays où on va vivre, c'est ça? Non, la règle, c'est on emprunte dans le pays où la propriété sera. Ça n'a pas d'importance d'où vous êtes citizen, c'est où est-ce que la propriété est. Si elle est aux États-Unis, vous empruntez ici. Si elle est en France, vous empruntez en France. Voilà. Et donc, peut-être qu'HSBC France peut aider là-dessus. À voir. Question à voir séparément. Question de Christine. 50% d'endettement, est-ce que c'est possible et pour quelle durée de prêt maximum? Oui, c'est possible. Est-ce que 50% vous dites debt to ratio income ou plutôt le mortgage? C'est pas très précis. Ouais. On peut monter jusqu'à quel taux d'endettement aux US? Avec nous, 50% et en demandant une exception jusqu'à 55%. Et en général, nos prêts sont sur une amortisation de 30 ans. Sans prepayment penalty. Vous pouvez repayer n'importe quand que vous voulez. OK. On a une question d'un auditeur anonyme. Quels sont les conseils pour un achat venant d'un sole proprietary LLC owner? Quelles formalités supplémentaires? Rien de plus qu'un self-employed client. On va vérifier les revenus de 2019, 2020 ou 2018, 2019 et year to date pour 2020. Et en notant que les revenus sont maintenus ou en montant et que ça peut vous qualifier dans le debt to ratio income. Pour apporter une toute petite précision là-dessus, que ce soit une LLC ou en nom propre, c'est fiscalement transparent, donc c'est la même chose. Parfait.
Il y avait une autre question qui est assez d'ordre général, mais combien de temps dure en moyenne un process d'achat bout à bout du souhait d'acheter à la remise des clés? Ah, super question. Alors, tout dépend de la période entre le moment où vous souhaitez acheter et le moment où vous décidez vraiment de le faire. Donc, cette période-là peut être très longue et on accompagne, et j'ai pu le faire parfois des clients sur plusieurs années, à partir du moment où ils sont vraiment décidés à acheter. Non, blague à part, à partir du moment où on commence à chercher, et moi, ce que j'aime bien, c'est pouvoir voir quand même plutôt plusieurs dizaines de biens pour que la personne qui veuille acheter un appartement ou une maison puisse avoir un vrai avis de manière sûre et certaine. On va aller voir des choses qui sont complètement dans la target de ce qu'ils recherchent. On va voir des choses qui sont complètement à côté de ce qu'ils recherchent, mais justement, c'est très bien parce que ça veut dire que le jour où on va voir l'appartement ou la maison de ses rêves, on saura exactement que c'est ça. Et c'est à partir de ce moment-là où nous, on décide de frapper fort avec un dossier béton armé, une grosse négo. Donc, on va dire, allez, s'y prendre 2-3 mois à l'avance, c'est très bien. S'y prendre 6 mois à l'avance, c'est très bien aussi. S'y prendre 1 an à l'avance, why not? Et après, si on achète cash ou pas cash, la période, c'est 1 mois et demi à 2 mois et demi après la signature du contrat. Merci. On a une question un peu spéciale, précise. Beaucoup de chantiers, notamment dans la zone de Williamsburg, East Williamsburg, étaient à l'arrêt en raison du Covid pour certains bâtiments résidentiels qui étaient proches d'être finis. Avez-vous une vision sur la reprise des constructions en ce début d'année, en particulier dans la zone de Williamsburg, East Williamsburg? Anticipez-vous une augmentation des biens neufs pour ce début d'année? Alors, c'est une très bonne question à laquelle, tiens, regarde, Romain, tu te souviens de ça? J'ai mon cache de chantier, donc je vais pouvoir répondre à cette question sur les chantiers. Parce qu'il se trouve que chez 2-7, on fait aussi de la construction. Deuxième petite blague à part, les chantiers, en fait, on a l'impression parfois qu'ils sont arrêtés, mais ils ne le sont pas. Ça a vraiment été arrêté février, mars, avril de l'année 2020. Ça a repris petit à petit. On a l'impression que c'est arrêté, mais ça ne l'est pas. Dans la réalité, les constructions continuent. Très très peu de banqueroutes parce que c'est interdit aux États-Unis versus Miami par exemple où les développeurs peuvent financer sans avoir l'intégralité des fonds. Ici, ça se passe pas comme ça à New York. Donc, vous avez peut-être l'impression que c'est arrêté, mais ça ne l'est pas. Alors, c'est un petit peu plus ralenti que d'habitude, mais globalement, il n'y a pas de gros retard sur les nouveaux développements. Alors, je réponds à la deuxième partie de la question. Est-ce qu'il va y avoir un afflux supplémentaire? Oui, l'année 2021 va voir beaucoup de nouveaux développements qui vont arriver sur le marché et qui seront terminés, construits probablement d'ici la fin de l'année. C'est pour ça qu'on estime que sur la partie nouveau développement, on va avoir probablement une baisse un petit peu supérieure à la moyenne générale du marché. Okay. Précision sur la même question. Le gouverneur a établi qu'en juin dernier, que tout ce qui est construction et immobilier était considéré essentiel. Donc, il continue à travailler, les constructions continuent. La différence, c'est parce qu'il doit avoir le social distancing et les conditions anti-pandémiques, c'est un peu plus long. Mais les chantiers ont repris en général juin, juillet, août, ceux qui ont pu reprendre. Donc, c'est en cours. C'est juste que c'est un peu plus long que d'habitude. Et comme il n'y a pas trop de visibilité sur l'offre en ce moment, ils ne sont pas très pressés non plus. Oui, ça se comprend. Merci Mathias. Et j'y rajoute une toute petite chose, c'est que justement sur la partie des nouveaux développements, ça fait rire Mathias, mais sur la partie des nouveaux développements, on a donc un levier supérieur en termes de négociation. On est allé chercher des remises sur des nouveaux développements là en 2020 qui étaient des remises auxquelles on n'aurait même pas rêvé en début d'année ou voire l'année dernière. Merci Renaud. On a un auditeur anonyme qui nous demande « Est-il judicieux d'investir dans East Brooklyn, East Flatbush? Pensez-vous que ce secteur peut se développer avec $600,000 ou acheter un two-bedroom dans Brooklyn pour des locaux ?» Je pense que des locaux, ça veut dire des gens qui habitent déjà à New York. Donc, j'ai un vrai parti pris là-dessus, j'ai une vraie réponse. Oui,
Brooklyn est le borough dans lequel il y a eu la plus forte progression et il y aura la plus forte progression. Je peux vous parler de ça de manière très précise parce que c'est un domaine que je connais par cœur. Les achats de Brooklyn Ouest jusqu'à Brooklyn Est, il y a aujourd'hui une vraie frontière qui est sur Nostrand Avenue, notamment à Bed-Stuy. Je ne sais pas si vous connaissez cette avenue-là. À l'ouest de Nostrand, on est encore dans les quartiers plutôt chics, ou voire très chics, plus on est à l'ouest, en face de Manhattan. À l'est de Nostrand Avenue, on est plutôt dans les quartiers en devenir. J'ai juste une chose, si on prend vraiment beaucoup de recul, et on avait fait, tu te souviens, Romain, un super webinaire là-dessus, si on prend un recul, beaucoup de recul, Brooklyn, il n'y avait pas un seul habitant il y a une centaine d'années, on est 2,8 millions d'habitants aujourd'hui. Donc la croissance de New York City s'est faite essentiellement par Brooklyn. Donc oui, je crois à Brooklyn, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a un de nos plus gros bureaux ici à Brooklyn. Il y avait une question complémentaire de Monsieur Abadi. Pourquoi pas le Queens, le Bronx et les autres quartiers? Pourquoi pas? C'est une très bonne idée. Le Brooklyn est vraiment des 5 boroughs de New York City est vraiment le borough dans lequel il y a eu le plus forte progression en termes de prix. Le Queens, qui est le deuxième borough le plus peuplé, avec 2,6 millions d'habitants, donc il y a que 200, 300 000 habitants de moins qu'à Brooklyn, est plutôt réservé pour, comme je vous disais, des gens qui habitent ici, qui ont leur vie ici depuis des dizaines d'années. Ça ne veut pas dire que c'est des boroughs qui sont moins intéressants, bien au contraire. On peut évidemment étudier toutes les possibilités. Je mets plutôt, moi, l'accent sur des boroughs avec lesquels on fait le plus de transactions immobilières. On a quand même fait des transactions immobilières dans le Bronx, notamment récemment, et on est la personne qui a acheté donc ce petit immeuble a déjà fait une plus-value nette évidente. Merci. Quel est le montant minimum à investir dans les nouveaux développements? Dans les nouveaux développements, ça va dépendre beaucoup de l'endroit. Si on parle d'un nouveau développement à Washington Heights, ou si on parle d'un nouveau développement dans le quartier de Soho, Nolita, etc., où les prix vont pas du tout être les mêmes. Donc, grosso modo, les nouveaux développements aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 1008 jusqu'à 2800 $ le square feet. Là où la même chose en resale très propre, on serait plutôt 20% moins cher. Donc il y a 50 000 réponses à 50 000 endroits différents pour répondre à cette question-là, avec plaisir pour en discuter de manière un peu plus précise sur des quartiers bien définis. Mais effectivement, il y a une raison, et en tout cas il y a une vraie réponse précise à une question comme celle-là. On a une question de Christine. Qu'en est-il des quartiers East, je pense que c'est East, EST, de Brooklyn? Sont-ils favorables à un investissement, notamment pour les familles en résidence principale? Sont-ils safe pour y investir? Oui, justement, c'est là, nous, on va être là pour vous dire les quartiers qu'on aime bien, les quartiers qui ont un gros potentiel de plus-value immobilière, les quartiers dans lesquels il y a beaucoup d'activités, donc on va avoir la possibilité de louer les endroits de manière très très facile, un peu plus facilement, dans la mesure où on ne va pas demander un loyer qui est incroyable. Moi, j'ai une réponse très précise sur ça, sur les différents quartiers et même les quartiers dans les quartiers. Est, ça ne veut pas dire que ça craint. Est, ça ne veut pas dire que c'est pas un bon investissement. Il y a vraiment une réponse très précise sur les types d'investissements qu'on veut faire. On a fait des investissements dans Bed-Stuy, on a fait des investissements un petit peu partout. On a des clients qui achètent dans ces endroits-là. C'est des endroits qui sont top. Donc, nous, on est justement là pour vous donner exactement ce qu'on pense d'un quartier en fonction de vous, ce que vous recherchez dans votre investissement.
On a une question de Martin qui nous demande, peut-on utiliser le 401K comme collatéral pour le prêt? Est-ce que les 20% down, ça doit être liquide, c'est-à-dire cash? Ça veut dire que vous pouvez sortir l'argent du 401K, mais vous allez avoir une pénalité. Par contre, dépendamment du prix d'achat, ce 401K, on peut prendre 70% de la valeur pour les utiliser contre les réserves qu'on a besoin d'avoir. Donc, je ne suis pas sûre si ça répond à la question, mais si c'est plus précis, vous pouvez m'appeler avec plaisir. Okay. Donc, il faut sortir l'argent du 401K. On ne peut pas nantir son argent sur son 401K. Question d'un auditeur anonyme. Où acheter à New York pour revendre dans 4-5 ans? Allez, j'ai ma réponse, c'est Brooklyn. Si je dois donner une réponse comme ça. Après, il y a plein de petites opportunités qui peuvent être très intéressantes dans Manhattan. Aujourd'hui, l'endroit où on va trouver probablement le plus d'opportunités, c'est Brooklyn. On l'a dit tout à l'heure, l'effet Covid avec le côté un petit peu un peu plus banlieue entre guillemets de Manhattan, avec notamment des biens avec terrasse ou espace extérieur, c'est là où il faut investir en ce moment. Donc ma réponse, ce serait Brooklyn avec un espace extérieur. Merci Renaud. Il y a Sofiane qui nous pose une question. Salut Sofiane. J'espère que tu vas bien, ça fait plaisir, merci d'être connecté, d'être resté connecté. Il nous demande, que pensez-vous du développement d'Astoria et de Long Island City qui attire de plus en plus de Français? Voyez-vous une tendance se dégager? Alors, je vais répondre à cette question aussi. Oui, il y a eu, c'est des super quartiers déjà, et l'un et l'autre, ça correspond à des styles de vie qui sont très différents. Donc, Long Island, j'en parlais tout à l'heure, où je vous disais que avec l'effet Covid, beaucoup de gens ont voulu aller un tout petit peu plus loin de Manhattan ou de Brooklyn pour aller chercher un petit peu d'air, du frais, du vert et une qualité de vie, l'eau, même pourquoi pas. Donc, Long Island, on a eu un gros regain d'intérêt pour Long Island. Les Hamptons en particulier, c'est pour ça qu'on réfléchit de manière très sérieuse à ouvrir un bureau là-bas, parce que on a fait beaucoup de transactions immobilières. Donc, très bonne idée, parlons-en. Ok. Il y avait une autre question que je voulais. Oui, un auditeur anonyme qui nous parle de l'investissement locatif. Quelle est la rentabilité brute nette espérée? Comment le propriétaire est protégé en cas de mauvais payeur? On a déjà répondu à la question tout à l'heure. On est entre 2 et 4% de rentabilité nette. En cas de mauvais payeur, alors ce qu'il faut juste savoir, il faut savoir une chose. À New York, la loi est du côté des propriétaires. En France, par exemple, c'est l'inverse. La loi est plutôt du côté des locataires. Du côté des propriétaires, ça veut dire que quand on a un tenant qui a signé un contrat pour louer un appartement pendant une période définie avec un prix bien défini, il est tenu de payer cette somme-là jusqu'à la fin. Donc, pas de possibilité de pouvoir se sortir de ce contrat de location, sauf si on a des lease break options qui sont prévues dans le contrat. Donc ça, c'est un domaine qu'on connaît par cœur. On fait des centaines et des centaines, voire des milliers de contrats de location par an ou en général. Donc ça, là-dessus, ce serait vraiment en mesure de vous guider. On fait du property management, nous, chez DeTier Real Estate, donc on est aussi du côté des propriétaires. Il y a toujours la possibilité de faire des évictions. Pour un locataire qui est américain, il n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt, il a beaucoup plus à perdre à ne pas payer son loyer. Les conséquences pour lui vont être très importantes, notamment pour son crédit history. Betty sera là pour me le dire. Quelqu'un qui est un mauvais payeur et qui va être jugé ou en tout cas va être rattrapé pour non-paiement, les conséquences pour lui seront beaucoup plus importantes que finalement les quelques milliers de dollars qu'il l'espérera obtenir. C'est pour ça que généralement, dans le cadre où des personnes ne peuvent plus payer si elles ont perdu leur travail, ce qu'on constate, nous, quand même beaucoup, et ce qu'on a beaucoup constaté en 2020, c'est que les propriétaires étaient un petit peu plus flexibles et compréhensifs
sur une situation qui peut évoluer. Et généralement, on va trouver un terrain d'entente avant d'aller au clash. Sinon, comment est-ce que ça se passe? Éviction par un city marshal et possibilité ensuite de relouer via avec le propriétaire. Merci. On a reçu beaucoup de questions. Je pense qu'il y en avait pas mal qui se recoupaient. Est-ce qu'il y avait des choses que vous souhaitiez dire ou des points qu'on n'a pas abordés? Vous avez vu dans les questions, on a fait le tour, je pense, parce qu'on a déjà débordé de 25 minutes. Donc, mais je pense qu'on a fait le tour. Je viens de mettre à l'instant les emails de nos 3 intervenants d'aujourd'hui. Donc, si vous avez des cas particuliers, je suis très, très étonné que personne n'ait osé lever la main, à part Vanessa, mais qui avait un problème de micro. 2021 est une année timide, mais j'espère que vous vous connecterez tous les mardis pour écouter un petit peu nos experts, vous donner des informations de New York à Los Angeles, à Montréal, à Londres, enfin, sur tout un tas de sujets. J'ai plus qu'à vous remercier, Mathias, Betty et Renaud, et de vous souhaiter une bonne année. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Bon après-midi. Merci. Ciao. Ciao.